Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. On est le 21 février, le mois de ma fête. C'était avant hier, je pense. Hein? Quelques jours, le Ouais. 18. Donc, j'ai passé un beau week-end avec ma femme, les enfants et tout. Guy Barrette. Vous venez d'entendre la voix de Guy Barrette. Ben oui, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. Faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a un tirage pour DevTeach. Oui, DevTeach, qui est la conférence internationale .NET qui a lieu à Montréal au mois de mai. Donc, on a une inscription à faire tirer. Alors, on va la faire retirer, quelle date déjà? Le 4 avril. Le 4 avril. Ça va être notre 50e émission le 4 avril. Wow, 50e déjà. Ouais, ça va vite, hein? Donc, Jean-René Roy, qui dirige la conférence DevTeach, va être parmi nous pour faire le tirage. Mhm. C'est simple. En tout cas, vous avez plus de chances de gagner que les chances à la loterie. Ça, c'est certain. Parce qu'on ne s'attend pas à avoir 19 millions d'inscriptions. Absolument pas. Faut dire, par contre, que c'est ce qu'on fait tirer, c'est une inscription. Donc, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, les frais de transport, ben c'est à vos frais. Donc, avion, hôtel, autobus, trottinette ou quoi que ce soit, c'est à vos frais. Donc, c'est l'entrée qu'on vous offre gratuitement. Exactement. Mais quand même, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, ben ça fait, vous dites à votre patron, ben là, j'ai déjà l'entrée de gratuite, là, $1,000, ça aide pas mal. Tout à fait. Donc, faut rappeler qu'on va avoir un mot-clé qu'on va vous donner en quelque part dans l'émission, exactement. Et pour s'inscrire, il faut aller sur la page principale du site du Visual Studio Talk Show. Et puis, il y a un lien pour s'inscrire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup. Oui, je pense qu'on travaille, tout le monde autour de la table ici travaille avec Team System. Donc... En tout cas, aujourd'hui, moi, je créais des projets, des team projects. Donc, notre invité, Claude Rémillard. Bonjour, Claude. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler du cycle de développement avec Team System parce que c'est vraiment le cœur de ce qui occupe tes journées depuis pas quelques jours, toi, depuis plusieurs années maintenant, là. Oui, en fait, depuis 2 ans environ, on est très focusé sur Team System en tant que tel, puis précédemment avec d'autres outils, entre autres Rational. Donc, on est très focusé sur le cycle de développement au complet, donc la gestion d'un projet, la réalisation de testing de A à Z. D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant parce que ta firme de consultation, à l'origine, vous étiez spécialisé justement dans tout ce qu'on appelle en anglais le Application Lifecycle Management. Donc, finalement, la gestion complète du cycle de développement logiciel avec les produits de l'époque qui étaient des produits assez dispendieux et assez lourds à déployer. On parle entre autres de la suite des produits Rational ou je sais pas si vous avez déjà fait avec la suite des produits Borland, mais quoi qu'il en soit, vous étiez dans ce monde-là, puis quand vous avez vu arriver Team System, vous êtes dit, oups, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là, puis vous avez été dans les premiers à migrer puis à commencer à tout recentrer votre offre autour de Team System. Ben, c'est ça, en fait, ce qu'on a réalisé un petit peu dans le marché avec nos clients, quand on avait des clients qui développaient en Java, on avait une série d'outils qui permettaient de supporter le cycle de développement avec les nouvelles approches, développement itératif, agile, etc. De l'autre côté, on était capable, du côté .NET Microsoft, d'amener certaines pratiques, mais il manquait l'outillage ou le suivi dans tout le processus. Donc, il y avait vraiment un manque au niveau des outils. Fait on utilisait beaucoup des documents Word, des Excel, etc. Puis quand on a vu Team System arriver, avec l'architecture qui est en arrière aussi, qui est très intéressante, qui a déjà été designé avec le cycle au complet en tant que tel, contrairement à d'autres outils qui étaient des résultats d'acquisition mis ensemble. Donc, au lieu d'être un agglomérat d'outils qui est éparse, parce qu'on ne va pas se cacher, la suite des produits Rational, il y avait eu des achats. En tout cas, il y a des produits qui avaient été pensés globalement, mais il y en a beaucoup que c'était des produits un peu éparses qu'on avait tout rassemblés. Microsoft ont décidé d'entrée de jeu de faire un produit
client-serveur, donc une partie serveur, partie client, puis ciblée pour justement le travail en équipe. C'est ça. Puis en le regardant, ben évidemment, ce qu'on a réalisé très tôt, c'est que pour une équipe .NET, c'était vraiment de passer avec les outils manuels, de passer de la maternelle à l'université. Donc on avait la moitié du marché dans notre tête où on n'avait pas d'outils, puis là, on arrivait avec quelque chose qui était très bien pensé, qui était très intégré, qui aussi avait des gens en arrière qui avaient vécu l'aventure Rational, qui était en arrière qui étaient un peu des maîtres à penser en arrière de ça. Donc, on arrivait pour la première fois à permettre à une équipe .NET de faire du développement assez sérieux, très bien contrôlé, de A à Z, que ce soit du testeur, l'analyse, etc. Donc, on pouvait l'appliquer facilement. Tu amènes un point qui est quand même intéressant, qu'on n'a jamais discuté, en tout cas, à l'émission. On sait que le produit Team System, c'est sa version 1, mais dans les faits, Microsoft sont très forts pour ça. Ils n'ont pas été un innovateur pour tout ce qui est outils de gestion du cycle complet. Dans les faits, c'est des transfuges qui travaillaient chez Rational, entre autres Sam Guggenheimer, pour pas le nommer. Il y a en tout cas un paquet de gens qui, moi, en tout cas, bizarrement, que j'avais connu dans le temps de Rational, parce que bon, j'étais dans une organisation, on a travaillé assez étroitement avec Rational. Puis quand je suis arrivé chez Microsoft, ces gens-là m'ont regardé en disant « Hey, on se connaît. » Je dis « Oui, on se connaît. Ouais. » Donc, ces gens-là ont été transfuges, puis ce qu'ils sont venus faire chez Microsoft, c'était pas comme une version 1. Pour eux autres, c'était souvent leur version 2 ou 3 ou 4 d'un produit, parce que Sam Guggenheimer avait fait, je pense, 2 ou 3 versions de produits chez Rational. Donc, à quelque part, le produit Team System, c'est pas une innovation de zéro faite par des gens qui étaient des newbies, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est là qu'on voit dans la structure, il y a beaucoup de maturité, il y a une bonne réflexion. C'est certain que comme tous les films de logiciels, il y a un certain nombre de features qui ont pas été livrés à date, mais on voit la structure, on peut deviner ce qui s'en vient. Puis on voit la façon qu'ils l'ont fait, surtout avec le Team Foundation Server, l'utilisation des éléments de travail. On est capable de faire beaucoup de choses, puis ça s'étend assez facilement. Ouais, c'est l'extensibilité est importante là-dedans. C'est ça. Là. Donc ce qu'on vit présentement depuis un an et demi, puis ce qu'on pense qui va arriver avec les autres versions qui vont se bonifier, c'est qu'on est capable de partir avec Team System, de remplir beaucoup de besoins. Donc, il y a des bénéfices que le développeur a des outils supplémentaires pour faire son travail. La même chose, maintenant, il y a le testeur. Puis, les bouts qui manquent, on a quand même une structure où on peut le compléter dans des projets. Donc, on peut aller ajouter des éléments manquants autour de Team System pour vraiment avoir implanté un processus de A à Z qui fonctionne bien, qui amène des bénéfices, qui donne aussi un bon sens de contrôle au développement lui-même. Fait que Mario, on va focusser sur quoi sur Team System ce soir parce qu'on a fait plusieurs émissions là-dessus. Mais là, on va focuser sur le cycle de développement complet. Puis on va, entre autres, une des choses qui va être intéressante de voir avec toi, Claude, c'est le fait que Team System, ça couvre une certaine partie, mais il y a encore des trous. Puis tu vas nous parler justement dans ta firme, vous, les meilleures pratiques que vous avez prises pour couvrir ces trous-là, pour aujourd'hui, en 2007, être en mesure de pouvoir vraiment faire le cycle de A à Z. C'est vraiment le focus aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, si on regarde en tant que tel, souvent, ce qu'on vit chez les clients, surtout dans les clients corporatifs, en partant, il y a tout le processus de sélection, validation de projet, donc d'analyse, d'études préliminaires à faire en premier avant que le projet arrive au développeur ou même à l'analyste. Il y a toute l'idée de le valider, etc. Ça, c'est le genre de processus qui se supporte très bien en prenant le Team Foundation Server, en créant des work items pour supporter le processus lui-même, en créant des templates qu'on va utiliser, donc avec la gestion documentaire, puis on va faire suivre les différents projets eux-mêmes, faire l'acceptation des gens en partant, puis d'être capable d'hériter de ça plus tard dans le processus de développement. Ce qui veut dire, par exemple, si tu ferais cet avant-projet-là, vu que souvent, il y a au moins la moitié des projets qui ne voient pas le jour, quand on arrive à l'étape du go, no-go, c'est un no-go, eux, ils restent là dans le TFS à cet état-là parce qu'ils n'iront pas plus loin. C'est ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est aussi important de documenter ou de conserver la trace de ça. C'est ça. Oui, puis aussi de la structurer, là, parce que souvent, cette étape-là, c'est comme, tout le monde s'en va de son côté, il n'y a rien qui est traçable, tout ça.
surtout, entre autres, c'est ça, les raisons pourquoi on n'a pas fait le projet. Ça, on le garde pas. La même idée arrive 1 an plus tard, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou avec d'autres gens, puis on refait un peu l'analyse, l'étude, etc. Fait que de voir pourquoi on fait les choses, c'est important, puis aussi voir pourquoi on les fait pas. Puis ça, cette partie-là avant-projet, pour beaucoup d'organisations, aujourd'hui, on n'entrevoit même pas que ça fait partie du cycle de développement de logiciel. Moi, je peux donner comme exemple, je suis en mandat à la caisse, puis la raison principale pourquoi ils m'ont embauché, c'est qu'au mois de décembre, il y a eu l'étape du go-no-go sur un avant-projet, et on a décidé de faire un go. Puis on s'est dit, bon, ben là, le projet passe, faut mettre en place une équipe, dont entre autres un architecte, puis... Donc, la première chose que j'ai eu à lire, c'est le document d'avant-projet qui donnait tout le cadre de cette réflexion-là. Mais en réalité, le projet existait depuis le début, donc l'été passé. Ça a pris toute cette étape-là avant de se rendre à dire, oui, on va faire le projet lui-même. Ouais, ce qui est intéressant, c'est quand c'est pas géré, il y a une bonne expression en anglais, il l'appelle le fuzzy front-end. Donc, on a 1 an pour faire le projet, puis on passe 3, 4, 5, 6 mois à le considérer, à le décider, à le sous-peser. C'est certain que on peut supporter un bout du processus avec Team System. Il y a tout l'aspect aussi qu'on voit avec le nouveau produit que Microsoft a amené, là, qui est le Portfolio Manager. Qui lui a cet objectif-là, à un objectif, à le faire à un niveau un peu plus large en tant que tel, d'évaluer les projets par rapport aux besoins d'affaires, etc. Mais souvent, quand on va à la deuxième étape, on commence à le documenter, on fait des proof of concept, etc. Puis ça, ben, c'est comme d'autres choses, faut le gérer, faut l'amener entre les deux. Souvent, ça frappe nos ressources internes qui étaient sur d'autres projets. C'est un exemple relativement facile à implanter en tant que tel, mais c'est là où, avec en regardant les différents cas, on peut utiliser les work items, donc les éléments de travail à l'intérieur de Team System, qui permet de suivre plusieurs petits processus secondaires. Un autre aspect où on a beaucoup de bénéfices qu'on va chercher encore là en utilisant les éléments de travail, c'est toute la relation entre l'équipe de développement et le client interne. Donc, par exemple, souvent on utilise un produit qui s'appelle TeamPlane, qui lui permet de donner un accès web aux éléments de travail. Donc, là, j'utilise éléments de travail, work item de façon Je pense que tu peux dire work item. Okay. J'imagine notre auditoire qu'ils doivent être plus familiers que les termes anglais que... Ben, en tout cas, thème de travail... Ouais, surtout notre auditoire en Europe. Ben, les autres aussi, quand ils prennent Team Foundation Server, en tout cas, ils doivent l'installer en version anglaise, jamais je croirais. Sinon... On fait les deux, à peu près 50-50, je dirais. Fait que pour ça que je parle 50-50 éléments de travail, work item. C'est ça. Donc, où j'en étais, c'était au niveau de la communication avec l'usager interne. Dans beaucoup de cas, il y a un besoin il y a beaucoup d'heures de développement qui vont vis-à-vis la maintenance d'applications existantes. Souvent, on a du côté usager des champions qui connaissent bien l'application, qui eux vont faire le filtre avec les autres usagers. Fait qu'il y a tout le jeu de pouvoir les embarquer directement dans le processus de développement. Ils peuvent créer des bugs, ils peuvent créer des demandes de changement, ils peuvent voir le statut du projet où est-ce qu'il est rendu en tant que tel. On peut leur réassigner des gens normalement des choses à aller corriger. Ouais, puis ces gens-là normalement sont pas touchés directement par le processus de développement, donc on les inclut dans le processus. C'est ça, on les fait participer au fur et à mesure à l'intérieur des itérations. C'est ça, donc on peut, par exemple, dans notre processus, assigner à un usager de faire les user acceptance tests au fur et à mesure. Ça, c'est intéressant aussi à regarder avec les différentes statistiques qu'on ramasse, là, quand est-ce que les choses sont mises disponibles aux usagers, quand est-ce qu'elles sont testées pour être acceptées. Donc, tu me parlais que le produit TeamPlane, c'est pas quelque chose qui est vendu par Microsoft, c'est un tiers parti qui va te donner la chance par accès web de pouvoir travailler avec justement les systèmes de travail qu'on a dans notre Team Foundation Server. C'est ça. Oui. Je vais nous arrêter parce qu'on pourrait partir et faire finalement tout le gros de l'entrevue. Notre formule habituelle, c'est qu'on commence toujours par situer un peu toi, qui tu es. Puis on fait un petit pont, puis après ça, on revient avec l'entrevue. Donc, je vais essayer au moins juste qu'on a embarqué de plein front parce qu'on est passionné par ce sujet-là. Je pense qu'on s'est emballé un peu. Là. Mais Claude, bon, je pense que c'est assez clair pour notre auditoire. Tu diriges une firme qui s'appelle InCycle.
Mais t'es pas, c'est pas hier, là, t'étais pas quelqu'un qui était sur un banc d'école, donc, comme moi, t'as quelques cheveux gris. Malheureusement. Donc, juste pour nous dire un peu, bon, je pense que c'est pas ta première compagnie non plus que tu crées. Non, en fait, c'est l'équipe d'InCycle où finalement, ce qu'on fait, on est focusé sur mettre en place un processus de développement, les outils, donc aider un groupe de développement à être le plus efficace possible dans l'environnement .NET. C'est la mission qu'on s'est donnée, donc Team System, Project Server, les outils complémentaires. L'objectif, c'est vraiment de dire qu'à notre client qui permet d'avoir une équipe qui fonctionne très, très bien dans le contexte .NET. Donc, l'équipe d'InCycle, en fait, on était auparavant la même équipe dans une compagnie de logiciels où on avait mis en place les différents outils Rational. On avait utilisé Appliqué Rational, on l'avait modifié pour nos besoins, on l'avait agilisé jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Puis pour nous, ça a eu beaucoup de succès. La compagnie a été vendue il y a quelques années. Puis après ça, on s'est ramassé avec notre chef architecte, le directeur du développement, etc., avec une passion pour les processus de développement. On l'avait mis en place. Puis on s'est mis à faire des mandats, comme on disait un peu plus tôt, du côté Java et puis des clients .NET, mais surtout avec l'idée de Rational, l'idée de contrôle. Puis, on est arrivé sur Team System là, il y a environ 2 ans, là, qui nous a amené de ce côté-là. Fait qu'on a vécu beaucoup à l'interne, nous-mêmes, les bénéfices, les problèmes, les difficultés de mettre en place, mur à mur, sur une période de à peu près 3 ou 4 ans, un processus complet. Puis, on a vécu de première main les bénéfices de l'avoir mis en place. Donc c'est à partir de là que est venue notre passion puis l'idée de faire InCycle essentiellement. OK. Ben regarde, on fait le pont, Mm-hmm. puis on revient, puis là, on va parler du cycle de développement. On va continuer. On va continuer. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Claude, on s'est un peu emballé, donc on a commencé à parler de certains rôles justement qui sont peu ou pas bien couverts avec le Team Foundation Server aujourd'hui. Peut-être juste pour les auditeurs qui seraient peut-être pas familiers. Team System, il y a vraiment 2 grandes parties. Tu as une partie serveur, puis tu as des parties client. Puis, à la base, le cycle qui est prévu, là, que ça couvre, expliquons-le, pour justement rapidement passer à autre chose. Donc, c'est quoi par défaut, qu'est-ce que Microsoft envisageait de couvrir avec Team Foundation Server? C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'on a dans la boîte là, en partant, c'est des outils pour l'architecte en tant que tel. On a des outils pour le designer et le développeur. On a des outils pour le testeur. On a des outils maintenant là, assez récemment pour le DBA. Le DBA. Et puis, on a des outils pour le gestionnaire de projet ou le team lead, la personne qui doit s'assurer de coordonner le flot de travail un peu avec tout le monde. Je fais une distinction parce que souvent, il y a des project managers qui sont plus financiers, qui est peut-être un autre rôle ou comme les PMO, les Project Management Office, donc qui est un peu différent. Là, on parle dans la boîte pour la personne, le team lead ou la personne qui gère l'équipe. Là. Donc, un gestionnaire de projet technique. Ces 5 rôles-là, puis on peut quasiment mettre par extension, en tout cas parce qu'on est capable de créer des requirements, on pourrait mettre aussi le rôle d'analyste, surtout si dans une équipe agile, souvent les analystes, c'est eux autres qui font les tests d'acceptation. On pourrait dire que le rôle d'analyste est aussi couvert. Donc on pourrait dire que 6 rôles qui sont couverts. Il est mal couvert par contre. Il est partiellement couvert. Je pense que c'est un peu l'idée. Oui, il est inclus. Il y a des éléments à l'intérieur de Team System pour l'analyse d'affaires, mais il y a des éléments qu'on doit aller compléter là, soit par de la pratique ou par des outils complémentaires. Je sais que moi, à la caisse, pour les analystes, je fais acheter la version pour testeurs. Puis la première question, parce que les analystes qui travaillent, c'est des consultants aussi, qui ont de l'expérience.
mais justement dans les modèles plus classiques. Donc, la première chose, c'est comment ça, un Team System, faut tester? Je suis pas un testeur. Puis là, tu leur demandes, ben, comment tu valides que ça marche? Ben, je fais des tests. Ben, c'est quoi ça? C'est pas testeur. C'est parce que les gens ont une vision de testeur très bas niveau, puis quelque part, le produit Team System, en tout cas pour testeur, on peut le faire autant au niveau acceptation que forcément un test unitaire, mais à différents niveaux d'abstraction. On va en reparler de ça. Mais donc, le produit, il couvre ces 6 rôles-là. C'est ça, oui. Il y a un autre rôle aussi qui est un peu supporté. Souvent que c'est dans les plus petites équipes, là, c'est un de ces rôles-là qui le fait. C'est le rôle de gestion de configuration, donc les builds, les déploiements, etc. Dans certaines équipes, c'est à l'extérieur. Dans d'autres, c'est à l'intérieur. Donc, il y a l'idée aussi de la gestion des builds qu'on peut faire. Dans la structure même de Team System, comme on parlait plus tôt, donc on a des outils ou des éditions pour chacun des rôles primaires. Puis à l'intérieur, dans le Team Foundation Server, donc la portion serveur, c'est là où on a les work items, donc qui permettent la coordination du travail. C'est là où le gestionnaire de projet, le gestionnaire d'équipe va travailler un petit peu plus. Puis on a le Team Build, on a aussi tout l'aspect des métriques pour le processus de développement lui-même aussi qui sont quand même assez importants. C'est ça, c'est une des forces de produits comme Team System, c'est à quelque part le fait que la boucle complète là, le code qui va évoluer, qui va avoir différentes promotions jusqu'à se rendre à son déploiement final, le produit va permettre de suivre ça. Donc, c'est la première caractéristique puis j'imagine que là-dedans, ce cycle-là, oui, il est couvert aujourd'hui, mais il y a peut-être des choses qui peuvent être améliorées. C'est ça. Mais en fait, le bout brillant dans ce cycle-là qui est intéressant, c'est ce qu'on fait, c'est qu'au moment où le développeur fait son check-in du code, on relie le code à la raison pourquoi le code a été fait. Donc, je relie un élément, un work item avec le check-in. Donc, je mets ce code-là en place, j'ai rentré, j'ai implanté tel scénario, j'ai corrigé ces 3 bugs-là, puis j'ai complété cette demande de changement-là. À partir de là, l'étape suivante, on ramasse tout ça, puis on va faire un build. Avec le team build qui vient dans Team System, on relie les différents work items au build lui-même, on le relie au code lui-même, on le relie aussi aux tests qui ont eu lieu dans la journée dans le Tester Edition. Fait que là, j'ai un build, j'ai un historique qui me dit, voici mon code, voici le build que j'ai fait, tout ce qu'il y a eu comme élément de travail, tout ce qu'il y a eu comme intervention dans le code, ça, je le vois dans un rapport qui me sort avec chacun des builds lui-même. Puis le point que tu amènes, c'est quand même très intéressant. En tout cas, c'est fondamental. On va en reparler, on va le réexpliquer d'un autre point de vue parce que j'aimerais ça que nos auditeurs, ça soit très clair dans leur tête. Le code source, c'est l'artefact principal que les développeurs, en tout cas qu'on doit créer si on veut avoir ultimement un produit. On s'entend, Puis la grande faiblesse qu'on a toujours eue dans le développement du logiciel, c'est qu'on dit pour créer ce code source-là, il faut faire des activités. Les activités, on les a toujours laissées non concrètes, juste comme il y a des activités ou en tout cas, il était dans un plan de projet quelconque. Puis ce que Team System va amener, c'est on va pouvoir créer un autre artefact qui va représenter l'activité, qui va être les fameux items de travail. Je dis activité, en tout cas, qui va représenter ce qu'il y a à faire. Puis cet item de travail-là, il va exprimer l'intention. Par exemple, tu vas avoir un item de travail qui est un bug, mais l'intention, c'est je travaille pour régler ce bug-là. Je peux avoir un autre item de travail qui serait une exigence ou un requis. Je suis en train de travailler pour satisfaire ce requis-là. Puis c'est ça qu'on va attacher. Après ça, on va mettre une traçabilité entre mon code source et tous ces petits items de travail-là. Ça ensemble, c'est là où est-ce que Team System se différencie de tout ce qui existe présentement sur le marché parce que ils vont stocker ça dans une BD, ils vont être capables après ça de faire des analyses multidimensionnelles, en tout cas faire différents types de suivi, contrôle, rapport et tout. Puis c'est à quelque part ce qui en fait un produit si puissant. Oui, c'est ça. Puis ça a beaucoup d'impact dans le cycle lui-même. Par exemple, c'est que je saisis l'information au moment où elle fait du sens, au moment où l'action a lieu. Puis à partir de là, j'instruis le reste du cycle. Donc par la suite, oui, moi par exemple comme testeur, je peux voir tel requis, puis toutes les tâches qu'on avait identifiées pour implanter ce requis-là, dire maintenant les développeurs ont fini de le faire, je peux
lancer ma batterie de test sur ces éléments-là. Donc, en termes de coordination, on peut le voir de cette façon-là. Ou le fameux « As-tu fini? » Ou « Ce que tu es rendu là-dessus? As-tu fini? » Ça se fait pratiquement, j'aime pas le mot automatique, mais je mets l'information sur les work items. Donc, le manager ou le reste de l'équipe sont conscients du moment que c'est fait, que l'élément de travail, le work item est terminé. Puis ensuite de ça, moi, je vais dans ma pile, puis je vais au suivant. Ce qui est intéressant, c'est que ma pile, elle est dans Visual Studio. Donc, moi, comme développeur ou comme testeur, j'ai le même environnement, mais je le fais dans mon environnement de travail unique. Tout est là, tout est sur place. Donc, le gain de diminuer le besoin de continuellement donner des statuts, tout ce que j'ai à faire, c'est de relier les choses ensemble au moment du check-in, qui est quelque chose que je fais de toute façon. Donc, ce que tu viens de dire aussi est très fondamental. c'est le fait que aujourd'hui, si t'as pas Team System, là, tu avais toujours ton team lead qui venait te voir, souvent le lundi matin, parce que tu avais fait ta feuille de temps le vendredi, puis là, il revérifiait avec toi, ouais, t'as vraiment fait ça, comme ça, comme ça. Puis on te demandait justement de compléter, de donner une traçabilité de qu'est-ce que t'as fait. Puis t'es rendu où, là? C'est ça. Puis, tu sais, puis le fameux, ouais, j'ai 80% de fait, puis ça te prend 2 jours, fait 80%, puis le dernier 20%, ça prend un mois. Ouais, c'est ça. Mais, donc, avec Team Foundation Server, théoriquement, si tout le cycle est bien mis puis tu as tout mis en place, ton team lead, il vient plus te voir te demander parce que quand tu fais le travail avec un minimum d'effort, c'est-à-dire quand tu fais les clics, tout ça, on te demande par exemple de juste rentrer la justification, pourquoi j'ai fait ça, puis lui, il va comme enregistrer ce que tu as fait puis il va le garder et en faire et automatiquement générer la trace de ce qui est sur les activités. Donc, ton travail devient ta façon de documenter le processus, ou en tout cas ce que tu es en train de faire, plutôt que par après avoir à remplir une feuille Excel, par exemple, où est-ce que on essaie de synthétiser ce qui a été fait. Puis c'est sûr que des fois, dans certains déploiements, il y a quelqu'un qui dit bon qu'est-ce qui arrive si je veux faire checker du code puis pas le relier à aucun work item? La question à se poser, c'est si on n'avait pas de raison pour coder, pourquoi je suis en train de coder et de faire un check-in de code? À un moment donné, on rentre dans cette logique-là. Puis encore là, le bénéfice pour le développeur lui-même, c'est d'instruire le reste du cycle en tant que tel ou tous les autres joueurs dans le système, que ce soit le testeur ou le project manager. Définitivement, ça aide beaucoup. Puis en même temps, on a l'autre élément, je dirais, intéressant au niveau de la gestion du cycle complet, c'est que à partir du moment où je relie l'intention avec l'action ou le code ou d'avoir fait un test, quoi que ce soit, toute cette information-là est gardée dans le data warehouse qui vient aussi avec Team System, qui est gardé dans le Team Foundation Server. Fait que là, ça nous amène, par exemple, la capacité de voir de voir des courbes dans le temps de par exemple combien de work items ont été créés qui étaient non planifiés dans le plan lui-même. Ça peut me permettre de voir combien de work items on a dit qu'on avait terminé puis que l'usager nous a retourné parce que il était pas bien corrigé ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a un paquet de métriques de qualité tant du processus lui-même que du code lui-même, parce qu'on aussi, vu qu'on a le code qui est tout relié avec ça, on peut regarder le code churn avec en fonction du nombre de bugs, en fonction du code coverage, une fois qu'on fait des tests unitaires. Donc on a une bonne vision, un bon contrôle de la qualité du code et la qualité du processus de développement lui-même. Mais Claude, le développeur qui nous écoute, là, il doit se dire, mon Dieu, ça doit être compliqué pour moi là, de donner toute cette information-là. En fait, lui, ça simplifie le processus pour lui. Quand on est dans Visual Studio, donc j'ai un nouveau onglet qui est le Team Explorer. Puis à l'intérieur de ça, on a une liste qui est mes work items, donc ce qui est dans mon assiette finalement. Mm-hmm. Fait qu'à partir de là, d'une façon claire, je vois sur quoi je suis supposé travailler. Donc, c'est clair ce qui est attendu. Les priorités sont claires aussi. Ça clarifie beaucoup les choses. Puis, c'est tout simplement de dire, ben oui, quand je commence, ça m'est assigné, donc je commence à travailler dessus. Au moment où je fais le check-in, qui peut être 3 jours plus tard ou 2 heures plus tard, à partir de ce moment-là, au moment du check-in, c'est vraiment juste de choisir le work item qui m'est assigné, de dire, oui, je viens de corriger ce bug-là ou je viens de corriger ces 2 bugs-là. Donc, pour moi,
ça reste relativement simple à faire comme activité. Ben, il n'y a même pas de paperasse à remplir. Non, ben c'est ça, on élimine la paperasse. Ce qu'on fait aussi chez d'autres clients, quand on va plus loin, parce que il y a tout le jeu d'allocation et suivi du travail. Même dans le contexte où on est plus agile, où on est plus itératif, il y a souvent un besoin de management, d'assigner les coûts des projets ou les coûts de maintenance, etc. Fait que dans certains cas, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les work items, puis on envoie l'information dans Project Server, puis on vient prépopuler la feuille de temps de Project Server. Donc, à partir de là, je fais mon check-in. Là, j'arrive à la fin de la journée, je vais dans ma feuille de temps avec le Web Access sur Project Server. J'ai tous les items que j'ai travaillé dans la journée. Puis là, je viens rajouter 1 heure, 2 heures. Je viens distribuer mon temps. Sauf qu'il n'y a pas de lien direct entre Team Foundation Server et Project Server. Pas dans la boîte standard de Microsoft en tant que tel. Par contre, il y a un connecteur qui est disponible à la communauté. Qui est sur God.net. Et puis, nous, on l'a étendu un petit peu plus. Donc, il y avait certaines limitations. Donc, on l'a étendu. C'est pas quelque chose de nécessairement, je dirais, très simple à partir tout seul, de faire la connexion. Par contre, c'est dans les plans, très clairement, là, de Microsoft, d'intégrer ces connecteurs-là dans les prochaines versions. Mais c'est disponible. Puis, probablement que le connecteur qu'on a fait nous-mêmes, on va le rendre disponible aussi à la communauté. La différence, c'est le nôtre, on a ajouté la possibilité de le faire fonctionner en français, donc au lieu d'être seulement unilingue anglais, d'une part. Ensuite de ça, il fonctionnait surtout pour les tâches. On l'a étendu pour permettre de définir d'autres work items qui puissent fonctionner dans la coordination. Par exemple, si on veut amener les bugs de l'autre côté, ou si on veut amener l'idée de tâches plus sommaires, ou si on veut contrôler les étapes d'analyse, ou etc. Donc, il n'y a pas juste le développement qu'on veut suivre, mais il y a tout le processus d'analyse, le processus de testing qu'on veut suivre aussi d'un côté de gestion de projet. Fait que ça, on a étendu de ce côté-là en tant que tel. Mais c'est là où on voit la logique, la vision en arrière, c'est de dire, à partir de la prise d'action, on est capable d'arriver à une feuille de temps à l'autre bout. Ça, c'est intéressant pour le développeur, mais c'est quand même un petit spec assez mince de tout ce qui doit être fait pour amener un logiciel à être déployé en production, par exemple. Puis, souvent, dans les organisations, la partie développeur, même s'il faut quand même faire remplir une feuille, tout ça, beaucoup de gens pourraient dire, bon, ouais, mais je vois pas une si grosse valeur ajoutée. Mais une des places où il y a une grosse souffrance aujourd'hui, c'est tout le concept de cheminée de promotion. C'est-à-dire, mon développeur, là, il vient de finir, il vient de faire son check-in. Comment le code va se rendre jusqu'en production, puis être vraiment sûr qu'on a un suivi? Team Foundation Server va nous aider à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, comme on dit avec le fait que quand je fais mon check-in, je relis sur quoi j'ai travaillé. Ça, c'est amené. J'ai le team build je peux faire des builds overnight, où on a certains clients qui font du build continuel. Donc, l'intégration continue. C'est ça. Donc, du moment que du code qui est checké, il y a un build qui est créé. Par contre, après ça, à un moment donné, je m'en vais en test d'intégration. Donc, je prends ça, puis on dit, oui, là, je vois que les différentes fonctionnalités sont rentrées, puis l'équipe de test dit, bon, on va créer l'environnement, on va créer les données, etc. Puis on fait un test d'intégration avec du test exploratoire, test manuel, test automatique. La première chose qu'eux demandent quand ça arrive dans leur environnement, on dit, bon, on est prêt à faire une promotion, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier build? Donc, un des éléments que en fait, tous nos clients font, c'est de rajouter un work item qui est pour faire les promotions d'un environnement à l'autre, dans lequel on va mettre les instructions détaillées au niveau de base de données, au niveau des différents programmes à rouler, au niveau des différents upgrades. Ça peut être donc tout ce que j'ai besoin de faire une fois que je vais arriver dans le prochain environnement, qu'est-ce qui doit être fait. Donc, on a tous les guides techniques. Aussi, l'approbation interne qui a approuvé qu'on irait soit en testing, ça va, mais après ça, en pré-production ou en production, il y a souvent besoin de garder une trace. L'idée, c'est que dans ce work item-là, on le relie à un build, puis on est capable on a ajouté une petite extension qui permet d'aller chercher tous les builds, tous les work items
depuis tous les builds, depuis la dernière fois où je suis allé dans cet environnement-là. Donc, tu documentes automatiquement ce qui a changé parce que les work items te donnent toute la liste de toutes tes intentions de changement. Exactement. Fait que jusqu'à un certain point, ça crée mon release note à partir pratiquement automatiquement avec le work item de promotion lui-même. On peut aussi linker des bouts de code qu'on veut faire dedans, donc les procédures d'initialisation, quoi que ce soit qu'on a besoin pour faire notre promotion en tant que telle. Fait que ça fonctionne bien. Puis en indirect aussi, il y a un autre un autre grand conflit qu'on a dans l'industrie, c'est que on veut des cycles de développement qui sont plus rapides, qui sont plus agiles, qui sont plus alignés sur les besoins des usagers. Puis en même temps, on veut de plus en plus de contrôle de gouvernance ces groupes de développement qui sont un objectif contraire qui oblige beaucoup à documenter. Dans ce contexte-là, en utilisant Team System, c'est une façon ça nous permet de rencontrer ces deux objectifs-là en même temps par l'arrimage, comme on disait, là, de l'intention et du code lui-même. Donc, je suis capable de dire, oui, la dernière version qui est allée en production, c'était avec tel promotion work item, j'ai tout le détail, qui l'a approuvé. J'ai tous les work items, je peux, à partir des work items, retourner à mon code, en fait, au check-in de code qui a eu lieu pour tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ça. Donc, pour les compagnies là, qui ont des bureaux, par exemple, aux États-Unis ou qui sont des extensions de compagnies américaines, c'est important parce que les autres sont pognés avec quelque chose d'assez difficile. Hein? C'est sûr pour Sarbanes-Oxley ou COBIT ou tous les autres frameworks. Tous les autres frameworks de gouvernance, on a une traçabilité là qui va vraiment d'un bout à l'autre. Puis encore là, sans avoir, en utilisant la mécanique qui nous est donnée là directement à l'intérieur de Team System. On relie les tests aussi. Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on parle du cycle complet. Ben moi, je suis un développeur, je roule un test. Quand j'ai un bug avec, je crée un bug à partir de mon test. Quand je le retourne au développeur, le développeur reçoit un bug avec le test qui a été roulé. Il y a toute l'information, tout le data pour ce test-là en tant que tel. Fait que je peux partir beaucoup plus facilement dans mon processus de diagnostic en partant là, entre le développeur et le testeur. On a une bonne dynamique là qu'on peut travailler beaucoup plus rapidement puis efficacement. Puis c'est ça, puis forcément, le produit a pris certaines des bonnes pratiques de la communauté agile, entre autres avec les frameworks de tests unitaires. Puis ça permet justement d'automatiser. Puis on n'est pas limité à juste les tests unitaires, là, on peut s'en servir à d'autres niveaux d'abstraction au niveau des tests. Oui, ben c'est ça. Définitivement, le test unitaire est un peu une des pratiques à mettre en place, qui a beaucoup de bénéfices à partir de là. Mais quand on peut par la suite rajouter des tests automatiques, on peut faire des tests manuels. Puis évidemment, l'idée qui est intéressante, puis qui est souvent un peu étrange, c'est de dire, on a un outil pour gérer les tests manuels. Je les fais manuellement, mes tests, pourquoi j'ai besoin d'un outil? Bonne question. L'idée, c'est que ce que je veux savoir, c'est que mon événement de test a eu lieu. J'ai créé un test case. Donc, ce test case-là, quand je viens de faire une promotion ou si je t'en continue, je fais ma batterie de test, je veux garder que oui, j'ai roulé ce test-là. Je veux garder est-ce qu'il a fonctionné ou pas. Donc, est-ce que les tests ont passé ou pas. Puis en même temps, à partir de là, aussi, si je retourne au développeur, je retourne le test au complet. Donc, je disais, oui, j'ai eu un bug à l'étape 7, voici ce que j'ai vu. Lui aussi voit le script de test qui est utilisé pour le faire. Puis en arrière, quand on revient tout le temps, on disait, en même temps, en parallèle, je vais chercher des métriques de qualité. Donc, quand je roule mon test manuel, comme je disais, on gère le processus. On gère aussi le travail du testeur, qui est aussi quelque chose qui est souvent oublié dans les organisations. Puis en même temps, j'ai ma qualité. Donc, je vois, oui, j'ai fait 60 tests, puis j'en ai 14 qui n'ont pas passé. Ça permet aussi d'encadrer aussi le travail des testeurs. Ouais, c'est ça. Ça, on le voit, c'est assez intéressant. Il y a un peu une extension d'amener le testing dans l'équipe au même niveau ou au même niveau d'importance que le développeur lui-même. Souvent, dans une équipe de développement, quelqu'un écrit une ligne de code, il y a 8 personnes qui veulent savoir que la ligne de code a été faite puis qu'elle fonctionne. Puis souvent, on arrive, on l'envoie du côté du testing, puis on laisse les testeurs aller. On dit, vous avez 2 semaines pour tester.
il y a un plan de test. Est-ce qu'on a bien exécuté le plan de test? Est-ce qu'on l'a exécuté efficacement? Est-ce qu'on a bien investi le temps comme on devait le faire pour, un, donner l'état du logiciel rapidement, puis deux, aller trouver les bugs importants? Souvent, la gestion du testing est moins importante ou est un peu plus laissée aller. Tandis que quand on arrive dans un environnement où on voit toutes les activités de testing aussi importantes au même niveau que le développement, on est capable de le faire parce que le testeur est dans son Visual Studio Tester Edition. Ce qu'il fait va dans la base de métriques comme les autres. Puis je vois toutes ces activités-là. Puis c'est une partie intégrante, un bout de code qui a été fait, qui n'a pas été testé et pas considéré fermé. Là. Donc j'ai encore, faut que je le termine au moment où je le teste. En fait, que je le prends, je le déploie, puis que j'aille le User Acceptance Test ou le test d'acceptation. Le test est aussi important que le code dans ce cas-là. Définitivement. Comment on sait? Plutôt on veut frapper les bugs le plus tôt possible dans le cycle. Donc, le test unitaire est très a beaucoup de valeur en tant que tel. Puis la même chose avec les tests qui viennent par la suite. Souvent, on a vu beaucoup de projets où on va couper la période de test, etc. Oui. Sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on a. C'est juste que on avait prévu 3 semaines, on va faire juste 2 semaines. Bon, ça on l'a vu dans plusieurs projets. Là, ça reste quand même quelque chose qu'on fait beaucoup plus tôt dans le projet. On le fait beaucoup plus intégré. Puis on doit le gérer de la même façon, là, où on doit au moins le suivre puis l'intégrer avec le développement. C'est quand même intéressant du côté du produit Team System, les tests, même si c'est des documents pour des tests manuels, ils sont considérés du même type que du code. C'est-à-dire, tu sais, on a expliqué qu'il y a un artefact principal qui est celui qui va devenir opérationnel et qui va être déployé. Si on voit la même, si le code, on le compile et tout, mais cet artefact-là, c'est celui qu'on créera jamais une abstraction qui va être un work item pour le représenter. On crée pas un work item code source. On fait le code source. Mais il y a tout eu un questionnement à un moment donné. Tu sais, il y a des gens qui disaient, pourquoi ils n'ont pas créé des work items tests? Parce que si j'écris un test manuel, puis c'est que pour Microsoft, ultimement, tous les tests sont du code. Puis ils doivent être aussi mis dans la gestion de code source. Puis même si aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut pas automatiser et écrire en code, on doit les faire manuellement, peut-être que dans 5-10 ans d'ici, on va avoir des frameworks qui vont permettre de coder ça. Comme aujourd'hui, un test unitaire dans la tête de tout le monde, c'est du code. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, dans les années 80, un test unitaire, c'était une recette que tu écrivais dans un document à côté, puis que tu faisais. On pensait pas, en tout cas, on n'était pas très orienté créer du code. Il y a eu du cheminement. Moi, le premier. Puis aujourd'hui, on utilise des frameworks à la XUnit et on voit ça comme du code, puis dans la perception, c'est du code qui est aussi important que le code qui va être vraiment exécuté sur la machine de production. Les fameux tests manuels, aujourd'hui, c'est un artefact comme le code, mais on crée pas un work item. Parce que si on crée un work item, c'est comme si on aurait décidé que les tests seront pas du code. Donc, c'est toute cette nuance-là que... De la façon qu'on l'approche, la plupart du temps, c'est ça, exactement comme tu le mentionnais. Le test lui-même est un artefact. Puis quand on regarde dans un projet, ce test-là, dans une itération, peut être exécuté 3 ou 4 fois ou 5 fois, ou dans le projet lui-même, à beaucoup d'occasions. En réalité, l'élément de travail, la tâche elle-même, c'est un événement de test. Puis de la façon qu'on le fait souvent, c'est qu'on va planifier, on va créer des tâches qui est d'exécuter l'ensemble de ces tests-là, mais le test lui-même reste comme artefact en tant que tel. Donc, c'est lui-même. Puis c'est important aussi de le garder, de le conserver dans le code source au même niveau que le code. Encore là, parce qu'on veut le partager, puis on veut pouvoir l'utiliser. On veut aussi pouvoir le labeler, puis retourner par en arrière, voir comment on avait testé ça, ou c'était quoi à cette époque-là. La même chose pour la documentation technique. On veut la labeler, puis être capable de retourner. La documentation technique, c'est aussi un artefact. Puis c'est tellement au cœur de l'architecture que si tu regardes l'intérieur du fameux Team Foundation Server, t'as le code, tous les codes sources sont dans une BD. Puis tous les work items qui seront jamais des artefacts, qui sont finalement une création temporaire, en tout cas une création qu'on s'est créée pour être capable de faire l'activité. Eux sont dans leur propre BD, la fameuse BD des work items, puis c'est complètement dissocié.
d'un point de vue architecture, c'est très bien pensé. Là. Les gens qui ont pensé ça, il y avait l'esprit très clair sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de construire. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec Teams Foundation, c'est que à quelque part, comme je disais, c'est pas vraiment une version 1, ce produit-là. Non, ben c'est ça. Il y a une certaine, définitivement une certaine maturité. On parlait du code tantôt. Tu soulevais le code avec les tests. Par exemple, quand on va on peut enregistrer des tests automatiques à partir pour des applications web. Donc, les fameux web tests. Les fameux web tests. Donc, on va faire l'exécution. À partir de là, on peut générer le code qui a été utilisé dans le test lui-même. Puis là, on peut, en fait, aller ajouter des conditions, aller ajouter des éléments, aller ajouter des sources de données pour passer à l'intérieur du code test lui-même. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a un certain aspect de testing qui est de plus en plus technique, où le testeur doit être confortable avec le code ou doit être capable de lire ou du moins avoir un sous-ensemble là, de compréhension du code puis de vivre là-dedans, qui le rend à ce moment-là très, très efficace parce que nos codes, nos tests, on peut les attacher ensemble. On a le concept de test séquencé qui nous permet de dire, oui, ce test-là séquencé commence par rouler quelque chose qui drop la database, qui va créer les données. Ensuite de ça, je roule une série de tests automatiques. Je peux prendre les résultats, ensuite avoir un autre petit bout de code que j'ai mis dans le test séquencé qui va valider la database de résultats versus la database de qu'est-ce qu'on s'attendait qui soit obtenu. Fait qu'il y a un rôle là-dedans où on peut de plus en plus faire des grands tests d'intégration, le faire de façon de plus en plus automatisée avec un testeur qui comprend bien l'application bout en bout puis qui est relativement confortable aussi dans le code. Puis ce qui est intéressant, c'est que vu que les tests sont un artefact de premier niveau aussi important que le code source, puis que l'outil nous permet justement de faire le suivi qu'il faut sur les tests, tu t'auras pu, en tout cas les testeurs sont plus laissés à eux-mêmes un peu dans une zone grise. Puis l'ancien mythe, ou en tout cas l'ancien adage qui était il est pas très bon pour coder, on va l'envoyer faire des tests parce que des tests c'est des clics qu'on met dans des écrans. C'est plus vrai ça là. Non, ça c'est plus vrai. C'est même plus difficile aujourd'hui d'écrire des tests que peut-être être celui qui code l'application elle-même parce que les frameworks, même si on essaie de simplifier la tâche, ça reste encore de la programmation en tout cas pour adultes. Oui, non, c'est définitivement que comme on dit, le rôle de testeur est important. Puis c'est une spécialité qui a une certaine complexité à l'intérieur, puis qui amène, c'est ça, le mélange du côté technique, le côté business. Puis on le voit là de plus en plus chez nos clients, des gens qui développent le skill set ou l'ensemble des capacités pour faire un peu tout ça. Puis la qualité du testing augmente beaucoup en tant que tel. Donc, il y a un niveau de confort. Parce qu'en parallèle, nos applications, la plupart des endroits sont de plus en plus complexes, sur de plus en plus de plateformes, sur de distribués, etc. Donc, il y a une complexité à s'assurer que l'application soit de bonne qualité. Il y a un autre rôle qu'on n'a pas parlé, mais qui est fondamental à quelque part dans n'importe quelle application, c'est qu'il faut s'assurer que l'expérience utilisateur soit bonne, agréable même. Puis une partie de l'expérience utilisateur, c'est pas juste utiliser l'application, c'est se former, lire, se documenter. Donc toute la fameuse documentation technique. On peut facilement étendre Team Foundation Server pour l'utiliser pour gérer ça. Oui, en fait, c'est ça. Si on va pour la documentation technique elle-même, je sépare la question. Pour la documentation technique, il y a un aspect qu'on n'a pas mentionné qui est vraiment de dire toute documentation technique devrait être gardée dans le code, dans la gestion du code source ou dans la gestion des sources en fait qu'on devrait dire parce qu'on a les tests, on a la documentation. Justement pour le labeling, la capacité de dire oui, je retourne en arrière ou je dois retourner d'une application là 2 versions. C'était quoi les schemas de deux versions, c'était quoi le modèle le layering qu'on avait à ce moment-là, etc. Fait qu'il faut être capable de retourner à notre documentation autant qu'à notre code. Souvent, c'est assez important. Parce que si tu as une vision globale, il y a un nouveau rôle maintenant pour les DBA, puis les DBA vont mettre tous les scripts pour créer les schémas. Donc, tout ce qui s'occupe de la BD, on les met maintenant dans la gestion des codes sources, mais il faut avoir en tête tous les artefacts
documentation technique, donc les codes sources, les tests, les scripts de BD, mais si à quelque part tu fais de la génération de code, ben tes templates de génération de code devraient être aussi mis dans ta gestion de code, c'est-à-dire tout ce qui sert ultimement à faire en sorte que tu es capable de compiler et générer une application qui va être déployée puis exécutée, devrait être gérée dans ton gestionnaire de code source. Puis la documentation technique est un de ces types d'artefacts-là. Définitivement. Puis si je reviens à l'autre point que tu amenais, qui est au niveau de l'analyse d'affaires, puis toute l'expérience usagée en tant que telle, encore là, je dirais, dans la boîte Team System lui-même, on va gérer les activités pour faire le processus d'analyse lui-même. On va utiliser... dépendant des contextes, soit CMMI ou soit Agile ou soit, dans certains cas, on utilise Rational quand il y a déjà des use cases, quand le client a déjà des bonnes capacités à l'intérieur de ça. Puis souvent, ben, on va utiliser du storyboarding. Entre autres, il y a un outil qui vient, qui est maintenant disponible, qui s'appelle STP BA ou d'une compagnie qui s'appelle STP Soft, qui lui permet de gérer, justement, d'utiliser à l'intérieur de Visio, d'être capable de mapper les différents écrans puis l'expérience usagée d'une façon un petit peu plus user-centered. Donc, puis l'outil est intéressant lui-même. On est capable de dessiner les différents écrans, les liens entre les écrans. Puis quand on va à l'intérieur d'une page dans Visio, on met nos différents boutons. On peut à partir d'un bouton dire, bon, ben si la réponse est oui, je m'en vais à tel autre écran. Si la réponse est non, je m'en vais à tel autre écran. Donc, on est capable de mapper toute l'interaction avec toutes les conditions. Sur les champs qu'on voit à l'écran, on peut mettre les règles d'affaires, les grandeurs, etc. Puis on est capable de le compiler dans un HTML, puis aller avoir une discussion avec notre client à l'interne. Donc, avant de commencer à coder. Ça, c'est très important parce que justement, coder, ça coûte cher. Tu veux éclaircir ces choses-là. Moi, je prends une approche un peu similaire, sauf que je me complique même encore moins la vie. C'est que je prends des produits où est-ce que je peux sketcher à la main les écrans. Puis après ça, le produit permet juste de mettre des hotspots. Okay. Puis là, quand tu fais ta simulation avec l'utilisateur, tu dis, ben là, je clique là, ben là, tu cliques vraiment, puis ça l'ouvre l'autre. C'est ça. Donc, c'est un peu comme si je ferais un storyboard, mais de très, très haut niveau, avec juste des à main sketchs. levée. À main levée, mais si t'as un petit, au lieu de, tu fais pas ça à souris, là, mais si tu prends un crayon, t'es capable de sketcher assez bien. Un peu comme si tu serais sur ton tableau blanc, mais avec quelque chose de plus dynamique que tu peux vraiment valider. Puis, ça a démontré des résultats intéressants. C'est ça. Mais c'est exactement le même principe. Sauf dans ce cas-là, il est fait à l'intérieur de Visio. Puis l'idée après du storyboarding, c'est que à l'intérieur de l'outil, on amène les scénarios qu'on a définis ou les use cases. Puis on est capable de dire, bon, ben, ce scénario-là ou ce use case-là, voici le chemin, le storyboard pour l'exécution de ce scénario-là dans l'ensemble de mon arborescence d'écran, là, à l'intérieur. Fait que ça nous permet en même temps de s'assurer qu'on a une couverture fonctionnelle dans ce qu'on a designé des différents cas qu'on a identifiés. C'est ça. Puis donc, avec la capacité de le compiler, de retourner en HTML, de retourner discuter avec le client, ça amène un cycle qui est intéressant de ce côté-là. Puis par la suite, quand on retourne, une fois qu'on l'a accepté, on le retourne du côté du développeur. Lui peut voir cet élément-là. Puis on génère les work items pour implanter les différentes composantes. En cours de route, on a des changements, l'usager change d'idée, on va générer des change requests de work item encore là sur notre base Vos storyboards, est-ce que vous les considérez comme des work items ou comme un artefact? Le storyboard lui-même est un work item. Après ça, ce qu'on va avoir comme artefact, comme je disais, c'est l'implémentation des différents éléments qui ont été définis dans le storyboard. Je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue. Parce que beaucoup de gens, à un moment donné, c'est pas tant de nuance que ça. Qu'est-ce que tu définis comme un work item? Qu'est-ce que tu définis comme un artefact? C'est une question fondamentale quand tu veux étendre. Parce que là, tu dois te poser la question, c'est dans quel monde. Je suis en train de créer une construction de l'esprit pour réussir à faire. Parce que mon storyboard, c'est une construction d'esprit. Donc, à tous les fois, ces constructions d'esprit-là, c'est des work items. Puis quand c'est la vraie affaire, quelque chose qui va ultimement être déployable, même si c'est du code source, puis tu vas me dire, ben, le code source, c'est pas la vraie affaire, faut que je le compile. Je dis, ouais, mais là, je m'excuse, mais ça reste que c'est proche, en tout cas, de la vraie affaire. On s'entend. Mais ça devient des artefacts à ce moment-là. Oui, non, je pense que c'est la même chose. C'est un peu là où, quand on parle de gérer ou de suivre le cycle complet, c'est là où ça, en même temps, on veut dire, oui, j'ai parce qu'en bout de ligne, on produit des fonctionnalités ou on produit des features ou,
Puis à partir de là, ben c'est ça, c'est de composer les différentes activités qui doivent arriver, que ce soit en analyse d'affaires, que ce soit au niveau des storyboards, que ce soit au niveau de définir toutes les règles, la database, quoi que ce soit. Dire oui, là, j'ai mes morceaux ensemble qui me donnent ma fonctionnalité en tant que telle. Fait que c'est suivre un peu cette traçabilité-là des actifs versus le livrable en bout de ligne, qui est un bout de code qu'on veut tester, qu'on veut regarder, qu'on veut opérer. Dans ce sens-là, la mentalité agile de dire les documents qui ne sont plus à date, qui sont plus bons, on les oublie, c'est le livrable qui compte, puis on pousse en avant avec les livrables. Ça c'est la même mentalité qu'il y a un peu en arrière de Team System. Tout à fait, parce qu'on s'entend qu'un work item, ça a un temps de vie très précis, puis tu veux pas tenir ça à jour un coup. Quand il est fini, il finit. Tandis qu'un artefact, théoriquement, lui, devrait vivre. En tout cas, si à moins que la fonctionnalité soit plus là, faut que tu le détruis, mais il va avoir eu, en tout cas, sa vie dans le livrable. Mais c'est vraiment quelque chose que, théoriquement, tu devrais essayer toujours de maintenir et tenir à jour parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est ce qu'on voit un peu, si on monte plus philosophiquement, mais ce qu'on voit un peu, c'est les deux tendances, là, celle de un peu plus agile, qui est d'avancer rapidement, etc., versus le besoin de contrôle de gestion des compagnies, les coûts, le calcul des restes à faire, de refaire des estimés, etc. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. C'est là où Team System aide beaucoup à le faire, mais ce qui est important, c'est justement de faire les distinctions entre la gestion des activités puis la gestion du travail détaillé, puis la gestion des éléments qu'on va créer. On sert de Team System pour faire le pont un peu entre les deux mondes. Puis ce qu'on voit beaucoup, aussi un des éléments qu'il faut faire attention, c'est pas de prendre Team System pour faire la gestion du projet d'une façon financière, cédule, etc. L'idée, à ce moment-là, c'est d'envoyer l'information soit dans Project Server, si on utilise Project Server, ou d'utiliser le connecteur avec Project Professional pour gérer cet aspect-là. Mais à l'intérieur de l'équipe, quand on gère des work items, c'est la coordination du travail. Ensuite, on va instruire les autres processus, mais si on essaie de faire de la gestion de projet détaillé ou de la gestion d'estimés à l'intérieur de Team System, on commence à être un peu plus problématique. Ben, c'est ça, parce que Team System, la finalité, on l'a dit, c'est le code source. Les tests, là aussi, on s'entend. On a les tests, la documentation technique. Donc, tout ce qui va dans le gestionnaire de code source, c'est ça ta finalité. Puis, toutes les work items que tu vas créer, c'est des constructions d'esprit que tu te crées pour être en mesure de faire ça. Mais ça s'arrête à ces deux couches d'abstraction-là. C'est sûr, on est un peu philosophique, mais on va y aller. Moi, j'aime ça être un peu philosophique. Ça me permet de comprendre l'utilité d'un produit. Si tu voudrais créer une autre couche d'abstraction par-dessus tes work items, par exemple, pour faire du contrôle de coûts, ces choses-là, c'est plus dans le bon produit. Ailleurs, ça. Project Server ou Microsoft Project. Puis on fait les ponts où en fait, avec Project Professional, on va chercher l'information directement, gérer les dépendances, etc. Ça arrive des fois où on a tendance à vouloir le voir parce qu'on a toute l'information, mais c'est pas le bon outil. L'autre aussi, on voit une tendance des fois de vouloir le faire, c'est pour le helpdesk. On a les bugs dans Team System, etc. Team System gère les développeurs, l'équipe de développement. Donc, quand je gère ma relation client, avant que j'ai identifié si c'est un problème, un bug. Est-ce qu'on fait ça dans TFS? Ouais, ben c'est ça. Mais dans le processus d'affaires, avant d'identifier si c'est un problème d'usager, si c'est un problème de configuration, etc., quand je conclus que c'est un problème d'applicatif avec le code, à partir de ce moment-là, je vais le traverser dans Team System. Là, ça devient un bug dans mon équipe de développement. Fait que souvent, le helpdesk, lui, il gère une relation avec le client lui-même, avec l'usager un peu plus large. Donc, on a tendance, des fois, on a la demande de faire la gestion du helpdesk dans Team System. C'est pas fait pour ça. Team System, c'est une fois que je t'ai escaladé au groupe de développement, là, je vais le faire entre les deux. Puis avec la structure d'ouverture par les API qu'on a, qui sont ouverts toutes par des services du côté du TFS, ben c'est assez facile de faire ces ponts-là, c'est ça. Puis de la même façon, puis Microsoft se l'a reconnu, ta gestion de ton portefeuille d'applications, parce que tu pourrais dire, gars, j'ai tous mes projets, je pourrais commencer à mettre une couche d'abstraction à un autre niveau. Non, Microsoft, ils n'ont pas dit c'est dans TFS, ils vont même créer un produit qui ça va s'appeler le Portfolio Manager. C'est ça, Portfolio Server, en fait, qui est sorti, qui vient d'être rendu disponible au marché. Allez-vous faire des mandats, vous autres, avec Portfolio Server dans le futur, probablement? Probablement, je dirais
à court terme, là, on a beaucoup de travail autour de TFS. Mais si jamais vous faites de quoi, je t'invite pour que tu viennes nous faire une émission sur ce produit-là, parce que ça va être intéressant pour nos auditeurs, mais on va vous laisser le temps de ouais, c'est ça. de grossir puis de vous rendre jusqu'à faire ce type de mandat-là. Puis faire des vrais mandats aussi pour c'est peut-être un peu la différence. On aime bien apprendre les logiciels ou les solutions, que ce soit Team System ou les différents autres, en l'utilisant nous-mêmes. Donc, on fait du développement aussi à l'interne, on le met en pratique. Fait que donc, pour l'instant, on voit l'objectif. Donc, les frontières en termes de fonctionnalité en Team System puis le Portfolio Server. Mais en réalité, c'est ça. On va faire des vrais projets, puis là, à partir de là, on pourra en parler un peu plus large. Mais présentement, si on pourrait résumer là, en 2 phrases, là, c'est quoi Portfolio Server? En fait, le processus qui est en arrière, c'est de dire, dans mon organisation, j'ai toute une série de projets potentiels. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre une série d'éléments d'évaluation, la valeur stratégique du projet, la valeur, comment le projet est en ligne avec la stratégie de la compagnie, réutilisation entre les différents projets, ce soit de technologie ou quoi que ce soit. Donc, à partir de là, c'est qu'on regarde un peu l'ensemble de projets qu'on pourrait faire. On associe les différentes ressources, on évalue ceux qui ont plus de valeur, donc qui devraient être plus importants. Puis à partir de là, ben on fait l'équation, je le sursimplifie, mais on pourrait dire, ben si je fais ces projets-là avec ces ressources-là dans cet ordre-là, ça me donne 22 points. Si je le fais, ces projets-là, dans un autre ordre ou différent avec les ressources arrangées différentes, ça me donne 41 points de valeur. Donc, c'est le projet qu'on va faire. Fait qu'il y a un aspect vraiment de planification du portfolio pour la valeur dans l'entreprise en tant que telle. Puis ensuite, il y a le suivi à très haut niveau là, les fameux stage gates. Donc, on peut voir l'évolution du projet lui-même, puis l'allocation des ressources à très haut niveau. Donc, on ne parle pas au niveau individu, on parle au niveau d'équipe en tant que telle. Donc, c'est le gros problème que beaucoup de grosses organisations ont, c'est qu'ils ont 20 trop de projets, puis il n'y a jamais personne qui s'est posé la question, c'est quoi la valeur de tous ces projets-là. Donc, s'ils feraient un ménage, puis ils rapetisseraient, ils pourraient peut-être avoir parce que les ressources se retrouvent à être on le sait, là, si tu te trouves comme développeur, on te met sur 4 projets, juste le temps de switcher d'un projet à l'autre dans une journée, ça peut représenter quasiment 20 à 25% de ton temps qui est je switch de contexte. Puis le cerveau humain, même si on pense vite, on pense pas si vite que ça. Se remettre dans un autre contexte, donc de peut-être réduire le nombre de projets, c'est une optique qui peut être très valable là, pour ces grosses organisations-là. C'est ça, mais en fait, le principe, puis c'est la même chose quand on fait de la gestion d'étendue de projet, la gestion de scope à l'intérieur d'un projet, quand on coupe les features. Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'une feature implémentée à 90%. J'ai 90% du coût, 0% du bénéfice. C'est un peu la même chose au niveau portfolio, c'est de dire ben on les arrête tout de suite ou on les fait pas ou on passe par une série d'évaluations là en termes de valeur du projet. Ouais, c'est un outil décisionnel là, qui peut aider l'entreprise. C'est ça. Puis le flow planifié, la logique qui semble intéressante quand on voit là les morceaux qui s'en viennent, c'est Team VSTS ou Team System pour gérer l'équipe de développement. Enterprise Project Management pour gérer les différents projets entre eux, puis Portfolio Server pour gérer au plus haut niveau, donc entre les différents projets, le portfolio lui-même. Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tous ces produits-là, pas aujourd'hui, là, mais peut-être qu'ils vont tous se parler à un moment donné. Ouais, je pense que la vision s'en va vers là, d'après tout ce qu'on peut voir. Mais une chose qui est claire, c'est si on regarde Team Foundation Server, une de ses grandes forces aussi, c'est que d'entrée de jeu, Microsoft a décidé que ça devait être un produit extensible, justement parce que son périmètre ou à quoi il sert, il est très bien délimité, mais il doit à ce moment-là être possible de pouvoir s'intégrer. Donc, puis une firme comme vous autres, c'est une des expertises que vous avez développées, c'est comment justement utiliser toutes ces API d'extensibilité-là pour satisfaire les besoins X, Y, Z des compagnies. Ben, c'est ça. En fait, ce qu'on amène, d'une part, c'est cette expertise-là pour faire une solution complète. Puis je dirais, ce qu'on amène beaucoup, puis on n'a pas parlé, mais c'est tout l'aspect de le voir dans un contexte de fonctionnement où on regarde pas juste l'outil lui-même, mais la méthodologie ou le processus qu'on va prendre, puis s'assurer que la personne qui applique le processus
a les connaissances pour le faire. Fait que l'approche souvent qu'on a, c'est une approche, je dirais, assez pratique de dire, on met pas en place Team System de A à Z ou l'ensemble des outils. Ce qu'on met en place, c'est la façon dont on gère nos builds, c'est la façon dont on gère nos bugs. C'est ça l'objectif par les différentes pratiques. Y aller par étapes. C'est ça. Puis on le fait par étapes, par les pratiques. Puis quand on met une pratique en place, on met les bouts d'outils ou les outils complémentaires ou les extensions qu'on a besoin. On fait la formation des usagers sur la nouvelle pratique. Tu sais, c'est beau de mettre des nouveaux outils pour faire des tests automatiques. Il faut quand même comprendre quand utiliser des tests automatiques versus des tests manuels. Donc, il y a toute une logique de formation de la personne qui va exécuter, donc qui doit être là. Puis le processus, donc qui doit faire quoi quand. Donc, puis tout ça, on l'a dans notre boîte, du moins l'outillage et la méthodologie dans la même boîte. Puis j'imagine une expertise que vous avez sûrement développée parce que le premier pourquoi que les gens se procurent Team System, c'est pour avoir un gestionnaire de code source. Pour beaucoup de monde, ils pensent que le produit Team System, c'est ça. C'est un gestionnaire de code source, puis ils veulent surtout se débarrasser de leur source safe pour avoir un produit un peu plus solide. Puis donc, j'imagine que vous avez développé beaucoup d'expertise pour structurer les fameux artefacts à notre gestionnaire. Définitivement c'est ça. Définitivement, on fait la gestion du code source. C'est un peu dans le cœur du système chez tous les clients. Ce qui est surprenant, par contre, c'est pas toujours par là où on commence. Dans plusieurs cas, notre approche quand on fait un nouveau projet, on regarde les différentes pratiques de développement. Donc, on en a à peu près une 60aine. Puis pour chacune des pratiques, on regarde le niveau de maturité actuel, puis on regarde l'impact pour la capacité de l'équipe de développement pour la prochaine année dans leurs projets qu'ils ont à développer. Donc, si je te comprends bien, avec le client, tu peux peut-être identifier que leur niveau de maturité, mettons, du côté test unitaire est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui en fait, puis vous allez dire ça serait beaucoup plus payant pour vous à court terme de développer ça. Donc, ça va être là-dessus que vous allez focusser, puis la gestion du code source, ça pourrait venir en tout cas, ça pourrait dire, on reste avec notre solution actuelle, puis on fera la migration vers ça en temps et lieu. C'est ça. Fait que vraiment, notre approche, c'est de pour chacune des pratiques, de la mettre en contexte d'affaires, en contexte d'impact, puis avec la maturité. Puis là, on les met en ordre. On crée vraiment une structure. Puis définitivement que le code source est toujours très tôt là. On peut pas quand même l'ignorer trop longtemps. Mais dans bien des cas, on va partir par exemple la visibilité des clients internes vis-à-vis l'équipe de développement. On va partir par là. Ou on va arriver dans d'autres cas où avec le portfolio actuel, on va mettre en place une grosse application qui vient d'être traduite par exemple soit de d'autres langages ou de d'autres plateformes. Il va falloir tester tout ça. Fait que ça va arriver dans certains cas où on va commencer par c'est ça, la gestion de l'analyse de l'affaire ou la communication avec le client interne. Puis donne-moi donc un exemple un peu plus concret. Quand tu dis les clients internes, c'est tout ce que tu nous expliquais au début, par exemple avec TeamPlane, on va leur donner la visibilité sur certains des work items, pas des artefacts, mais des work items, c'est ça. En fait, mon client interne, c'est la personne à qui je vais livrer l'application, celui qui va approuver les choses, celui qui a à voir sa liste de bugs, celui qui veut voir ses demandes. Surtout dans le contexte de maintenance d'application, souvent il y a un rôle synergétique entre les usagers et le groupe de développement. On met ça en ordre. Puis encore là, donc on regarde la liste des nouvelles fonctionnalités qu'on veut, on décide la prochaine itération ensemble. Puis à partir de là, on va aller la développer. Cette visibilité-là amène beaucoup de bonne volonté des deux côtés, de bénéfices, tout ça. Fait que ça, souvent, c'est quelque chose qu'on va mettre très tôt dans le projet, là, l'aspect communication, là, à l'extérieur de la boîte Ça garde le client en contact aussi, là. Parce que normalement, si on regarde les années passées, c'est que on rencontrait le client au début du projet, puis on se revoyait 6 mois après. Donc là, le client reste en contact avec le cycle de développement. Définitivement. Ces types de projets-là, où est-ce que le focus est sur l'intégration avec le client, avec le client interne, c'est probablement beaucoup plus des projets qui sont en phase, qui sont déjà en maintenance, j'imagine? Oui, c'est ça. Définitivement. C'est dans le cas où on maintient donc, des applications. Vous rentrez chez des clients qui disent non, nous, on n'est pas en train de réécrire une application, on veut la maintenir. Puis notre focus à court terme, c'est pas de dire on veut transférer ça dans Team Foundation Server pour le code source, c'est plus se donner aller chercher d'autres outils que dans ce produit-là. À long terme, c'est clair qu'à un moment donné, il y a une migration prévue, mais c'est pas là où ce qu'ils voient le bénéfice à court terme le plus payant.
C'est ça. Encore, ça dépend du contexte. Je dirais la plupart des organisations, surtout les dans le corporatif, ben on a les deux cas. On a des projets où on fait du nouveau développement. On démarre. Puis on a des applications à supporter là qui sont déjà existantes. Puis souvent aussi on a des anciennes applications qui sont portées vis-à-vis des nouvelles technologies entre les deux. En tant que tel, souvent on fait du développement basé sur une vieille application où on avait des requis plus ou moins clairs. Fait que c'est un peu tous ces contextes-là qui fait que, en fonction du portfolio, ce qu'on a à livrer, ben on va s'aider en mettant Team System les différentes pratiques qui supportent morceau par morceau, comme on a vu dans la dernière heure, il y en a beaucoup là dans la boîte. Fait qu'il faut commencer à quelque part. Personnellement, moi, je vis une expérience assez unique. Je suis dans une grosse organisation bancaire, mais qui a jamais fait de développement logiciel. Ils n'ont toujours qu'acheté du logiciel. OK. Donc, ils n'ont aucun patrimoine de développement de logiciel. C'est pas comme quand j'arrive dans une banque où ça fait 40 ans, puis ça fait 40 ans qu'on fait l'autorisation de cette façon-là, tu vois. Donc, moi, je me retrouve pas juste à avoir implanté Team Foundation Server, mais à avoir pas juste moi, mais à les aider à prendre toutes les décisions en partant du point A, puis se rendre de la lettre A, puis jusqu'à Z. Z étant probablement que ça va prendre plusieurs années pour les amener à maturité. Mais c'est assez spécial parce que, tu sais, c'est même pas de dire, c'est un nouveau projet, mais il y a tout un patrimoine. C'est un nouveau projet, puis c'est la première fois qu'ils font du développement. En tout cas, quand on m'a offert cette opportunité-là, je pouvais difficilement refuser parce que c'était trop exceptionnel. Ouais, non, c'est assez particulier de pouvoir commencer sur des bases très solides en partant. Moi, très solide, mais avec les défis que ça veut dire aussi, parce que ça veut dire que tu as un client qui a aucune maturité ou qui a souvent peut-être pas toute la compréhension de ce que ça veut dire, pas acheter un logiciel, mais le développer. Mm-hmm. Parce que, par exemple, on va donner un petit exemple bien banal, mais quand tu achètes du logiciel, tu fais ta liste de requis. Puis le fournisseur te fournit les 15, mettons, tu as une liste de 15 fonctionnalités, il est tes bang. Là, c'est juste de faire prendre conscience quand tu développes, c'est que tes 15 fonctionnalités n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut que tu choisisses, il faut que tu priorises. Puis, ce qui semble évident pour quand tu es dans du développement logiciel, nos codeurs qui nous écoutent, ils vont dire, ben voyons, là, c'est quoi là? Mais je vais vous dire, pour certains gestionnaires, juste leur faire prendre conscience que les va falloir prioriser, ça prend un certain cheminement. Ils sont pas fous, là, c'est pas une grande Mario, discussion. tu leur as pas montré ta baguette magique de code, là? Non, pas encore. Mais tout ça pour dire que, donc, ça a aussi sa part de challenges qui sont hautes, c'est-à-dire que faut vraiment accompagner l'organisation et la faire faire il faut qu'ils montent chaque marche une par une. Puis comme je dis, je donne souvent l'image parce que les gens qui sont dans mon équipe, des fois, ils aimeraient ça que les choses avancent plus vite. Je leur dis, regardez, même si tu tires sur une fleur, elle poussera pas plus vite. Faut que tu lui donnes le temps qu'elle s'engraisse, puis qu'elle prenne le temps, le soleil et tout, l'eau pour pousser. Puis c'est la même chose dans n'importe quelle organisation. Puis probablement, vous le vivez vous autres aussi quand vous faites des mandats de déploiement ou en tout cas d'implémentation de Team System. Même si le client dirait je veux que ça se fasse en 2 semaines, à un moment donné, lui aussi, il faut qu'il prenne le temps de digérer tout ça. C'est ça, ce qu'on voit, là, ce qu'on vit, c'est plus de un premier 2-3 mois plus intense de formation, mettre en place, je dirais, les éléments de base, etc. Puis avec le temps, notre rôle diminue, ça devient de plus en plus du conseil. Ça va se passer sur un 6 mois, 12 mois à peu près pour le client d'aller chercher les différents morceaux. Puis à un moment donné, les clients viennent bons aussi. Ils l'apprennent, ils comprennent la philosophie. Ils ont 8 work items qu'ils utilisent, le 9e, ils ont compris comment ça marche. Ils voient surtout les bénéfices, là. Puis c'est ça, fait que ça vient. Fait que là, on le voit, les clients, eux commencent aussi, là, ils font, comment je pourrais dire, ils acquièrent la connaissance ou ils acquièrent Puis c'est encore plus simple si ils ont derrière la cravate 30 ans ou 40 ans de vécu à développer du logiciel, ils partent pas de zéro, là. Ils ont eu leur souffrance, donc ils sont capables d'avoir les bénéfices très rapidement. Donc ça aussi, c'est... Définitivement. C'est ça. Donc le client, avec le temps, il va chercher le logiciel puis il le fait sien, en fait. Donc, la solution, ça devient à eux dans leur processus, etc. Fait que ça, on le voit arriver
probablement au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils deviennent très efficaces avec. Ils apprennent à modifier les work items eux-mêmes, ils apprennent à rajouter leurs différentes queries. Donc, à partir de là, c'est là où pour nous, ça devient intéressant de voir le client où on dit, ben oui, on a rempli notre mandat, le client, il fonctionne bien, puis on voit, il y a une grosse différence. L'autre élément qui est intéressant là-dedans, c'est que comme développeur, on peut être seulement qu'aussi bon jusqu'à un certain point que l'organisation dans laquelle on est. Moi, si mon organisation fait pas de test unitaire, ben je ferai pas de test unitaire. Si mon organisation fait pas de test de performance, ben la performance, c'est quelque chose qui vient après, comme un bug ou un client insatisfait un peu plus tard qu'on oublie. Donc, si moi, je veux être un très bon professionnel du développement, ben oui, être dans un environnement qui utilise les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes choses, va me permettre à moi, comme professionnel, d'être plus efficace. Puis ça, on le voit aussi chez les clients, une fois qu'ils ont commencé à investir sur, pas Team System comme un remplacement de SourceSafe, mais comme une façon d'améliorer le processus au complet. Ça crée une dynamique très, très positive. Les gens deviennent bons. Je pense qu'au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'ils sont plus efficaces. Puis ça crée une dynamique très positive. Ça crée de bonnes équipes de développement. Écoute, je pense qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps. Surtout, à Montréal, c'est assez spécial parce qu'il y a vraiment une communauté de gens qui maîtrisent assez bien Team System. Je sais que j'ai beaucoup de plaisir moi, à discuter avec toi. Puis si on a le malheur en plus de s'asseoir avec Étienne Tremblay, ben là, on part. Puis donc, il y a vraiment... on peut facilement s'asseoir autour d'une bière puis parler pendant des heures. Nous, il faut quand même qu'on limite notre temps de notre émission. En terminant, est-ce que tu aurais un livre, un blog, quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs pour, en tout cas, quelque chose que tu considères qui pourrait être significatif pour eux? Ben, en fait, un des bons livres à regarder définitivement, c'est le livre de Sam Guggenheimer, Software Development with Visual Studio Team System, qui amène la logique ou la philosophie ou l'idée en arrière de Team System. Donc, c'est un bon livre à lire pour comprendre c'est quoi l'idée de Team System. D'ailleurs, je me souviens, c'est Software Engineering, puis il explique dans sa préface pourquoi il a mis le terme Engineering plutôt que Development, parce que, en tout cas, lui, un outil comme Team System, il voit ça comme justement quelque chose qui peut réussir à faire que ça devienne plus... c'est plus juste artistique, mais c'est technique à produire du logiciel. Fait que ça, je dirais, c'est une bonne place à commencer pour comprendre l'idée en arrière. Du moins, pas de notre côté, c'est quelque chose qu'on fait lire à tout le monde à l'interne là, quand on engage quelqu'un. Ça fait partie de la lecture. Ouais, ce qui est génial aussi, c'est que Sam explique comment interpréter les rapports. Parce que, bon, il y a beaucoup de rapports qui viennent out of the box, mais des fois, c'est difficile de comprendre ou de voir, bon, c'est quoi les métriques qui sont importantes dans tous ces rapports-là. Puis Sam explique chacun des rapports. Donc ça, c'est vraiment un aspect important du bouquin. Guy? Oui. Je pense que c'est le temps de donner notre mot-clé à nos auditeurs. Ta firme, elle s'appelle InCycle. On parle de cycle de développement avec, donc, je pense que le mot-clé va être cycle. Donc, Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? Reste dans le vif du sujet, toujours avec Team Foundation Server. Hier, les outils Power Tools sont sortis. Donc, les outils Power Tools, c'est toute une série soit d'utilitaires ou d'extensions à Team Foundation Server qui sont sortis. Donc, selon moi, le plus important, c'est le Process Template Editor qui est sorti en release là, hier. C'est quoi le Process Template Editor? C'est un outil qui permet d'éditer le processus, le template de process, donc soit MSF Agile ou MSF for CMMI. Donc, au lieu de se taper l'édition directement du fichier XML, on a un UI pour le faire. Je regarde Claude qui fait des oui. On n'a pas très abordé le fait qu'il y avait implicitement aussi un processus dans notre discussion, mais c'est un axe non négligeable. On l'a pas très abordé aujourd'hui dans la discussion. Ce produit-là permet justement d'éditer ça. Exactement. Ça s'intègre. Ce qui est le fun, ça s'intègre directement dans Visual Studio. Je suis pas sûr que c'est une bonne décision. On verra parce que évidemment, ça va prendre Visual Studio pour
installé sur le poste de la personne qui va vouloir éditer le C'est processus. souvent l'architecte qui se retrouve à faire ça, ce rôle-là. Donc, l'architecte qui a un peut-être, Visual peut-être. Studio. En tout cas, il y a des architectes qui connaissent l'implémentation. Il y a différents niveaux d'architecture. Là. Sans doute. Si on continue dans les nouvelles, le SP2, Service Pack 2 de SQL Server est sorti aussi cette semaine. Donc, ceux qui utilisaient SQL Server sur Vista, il y avait des petits problèmes encore là, de compatibilité. Donc, le SP2 là, vient régler toutes ces choses-là. Donc, j'étais bien content. Quand j'ai vu ça avant hier, je l'ai installé tout de suite. Puis, une bonne installation sans problème. Là. Puis un produit de la communauté, je pense que c'est un produit open source. qui est gratuit, qui s'appelle Reflector. Donc, la version 5 vient de sortir. Reflector, ça nous permet de, un petit peu comme son nom l'indique, via réflexion, c'est aller voir le détail des assemblies, donc jusqu'au code source. Moi, j'ai essayé depuis quelques versions dessus, parce que je sais maintenant qu'il y a un concept de plugin, tu peux étendre, il y a du monde qui font des différents ajouts, entre autres un qui m'avait un des ajouts qui m'avait frappé, c'est celui qui permet d'analyser la complexité directement au niveau de tes assemblies. Complexité cyclique. C'est ça la complexité cyclomatique. Complexité cyclomatique. Mais là, j'imagine que 5 a encore d'autres fonctionnalités qui souvent, à prime abord, on voit peut-être pas l'utilité, mais... c'est un utilitaire à downloader, surtout que, il est gratuit, là. Ouais, tout à fait. Autre nouvelle? Non, c'est à peu près tout. Bon, on va parler de ce qui s'en vient du côté du GUVSM. Oui. Le prochain meeting, c'est le jeudi 1er mars. Un jeudi? C'est un jeudi, donc faut faire attention. On a la chance d'avoir Simon Guest, qui est un architecte dans l'équipe de Microsoft à Redmond. Donc, son titre, c'est Director in the Architecture Strategy Team. Et Simon va nous parler en fait, son sujet est assez intriguant, c'est User Experience for Architects. Ouais. On va voir de quoi il va nous parler. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait être fort intéressant. Ouais, quand même, on en a profité, nous, quand on a su qu'il venait à Montréal, on a essayé de mettre le grappin dessus, de dire, hey, viens faire une conférence au groupe utilisateur. Absolument. Merci à Carole Roy de Microsoft, tout à fait. qui nous a permis de faire le lien. Le lundi suivant, le 5 mars. Ouais, le lundi, tout de suite après, on a Rod Paddock. Rod, c'est l'éditeur du magazine Code Magazine. Donc, Rod est basé à Seattle, pas loin de chez Microsoft. Puis, le sujet de la conférence de Rod, c'est Getting the Most from the Visual Studio IDE. Donc, Rod va parler de Extender Classes, Class Designer, de comment créer des templates de projets, tout ça. Donc, ça risque d'être pas mal intéressant. Puis à la fin du mois, ce mois-là, c'est une conférence d'architecture. On a un certain monsieur Cardinal qui va nous parler d'exigences d'architecture des applications d'entreprise. Donc, je vais vous parler de mon dernier, en tout cas, ce qui me passionne ces derniers temps, là, donc, les tests pour les architectes. Les tests pour les architectes. Ouais, ceux qui sont intrigués, venez, puis ou vous allez voir, là, on va en parler de plus en plus. Parfait. Et faut pas oublier notre atelier Team Foundation Server qui va avoir lieu le 24 mars. C'est un samedi. L'atelier est animé par Étienne Tremblay, qui est un MVP Team System, une sommité dans la matière, qui travaille avec l'équipe qui travaille chez EDS, mais qui travaille avec le produit Team System depuis ses premières versions alpha. Puis toi, Guy, je pense que tu vas l'assister dans cette journée-là. En fait, moi, oui. Étienne va être la personne vraiment technique, là. Et puis moi, je vais animer l'atelier avec Étienne. Je vais surtout essayer de le retenir, puis parce qu'Étienne, un petit peu comme ce soir, là, Étienne, quand il passe sur un sujet, là, il peut en parler pendant des heures et des heures. Fait que je vais essayer de contrôler un petit peu Étienne à ce niveau-là. Mais c'est quand même assez limité, 70 personnes. C'est vraiment pas cher. C'est pour donner la chance aux gens qui veulent se mettre les mains dans Team Foundation, mais souvent, pour différentes raisons, peut-être l'organisation peut pas, ou peut-être aussi l'organisation est en train de le faire, puis dit, bon, mais là, moi, il faudrait que j'aille un peu plus loin.
cet atelier-là d'une journée. Ouais, en fait, c'est pas une journée de formation. On le fait en atelier, c'est ouvert, questions-réponses, vraiment là-dessus. Les gens amènent leur portatif, on va fournir des images virtuelles. En fait, ils vont pouvoir la downloader. On a une capacité de 70 personnes. Il y a déjà 35 inscriptions. Le premier soir, on a ouvert des inscriptions. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous venez au groupe d'usagers. Donc, le prochain meeting, un gros 25 $, je pense. Oui, c'est 25 $ et il faut être membre. Donc, si vous n'êtes pas membre, ben là, faut... Ben, c'est un autre 25 $. Ça revient pas cher, là. Ça revient pas cher. Puis ça nous sert finalement à payer pour la location de la salle ou à l'hôtel. Ah oui, c'est ça, on fait pas ça pour faire de l'argent. Non, absolument pas. À l'hôtel Marriott. Et puis pour louer aussi l'équipement audiovisuel. De toute façon, si on ferait ça pour faire de l'argent, hein, on serait pas ici en train de faire des podcasts. C'est plutôt parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Ouais, ça nous coûte plus. Ça nous coûte d'autres, de on dépense de l'argent pour l'hébergement. Bien sûr. Bon, c'est bon, on stressera pas avec ces petites dépenses-là. Anyway, si vous voulez avoir des informations, vous allez sur le site du groupe d'usagers Visual Studio Montréal. C'est le www.guvsm.net. Donc, ça fait le tour des actualités, ce qui s'en vient du côté GUVSM. Claude, on te remercie encore. Pas de problème. Fort plaisant. Puis on va participer à l'atelier. À l'atelier TFS. Excellent. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, nous, on revoit nos auditeurs le 7 mars. Et le sujet va être? Le sujet va être la métaprogrammation. La métaprogrammation. Oui, puis c'est Ludovic Dubois qu'on a déjà eu comme invité qui va venir nous parler de ça. Oui, puis Ludovic nous avait parlé des mock-objets, c'était super intéressant. Donc, puis soyez assurés que ça va être très intéressant. La métaprogrammation. Oui. Regarde, je suis intégré. Va falloir que je sois là. Tu le sais peut-être pas, mais tu as peut-être déjà fait de la métaprogrammation sans savoir que ça s'appelait de la métaprogrammation. On va reparler de ça le 7 mars. Qui me regarde avec un sourire et dit qu'est-ce qu'il raconte? Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye bye. Visual Studio Talk Show.